Au centre de l'océan Indien, une île capte l'imaginaire du monde. Ses rizières s'étagent comme des amphithéâtres verts, ses temples se dressent face à la mer et ses offrandes ponctuent les seuils. Aussi appelée l'île des dieux, Bali n'est plus simplement un lieu, c'est une image, un mot de passe, une promesse circulant sur des millions d'écrans. Derrière la carte postale, d'autres histoires se déploient, invisibles au premier regard. Chaque année, des flux humains convergent vers l'île avec la même attente. Ralentir, se reconnecter, retrouver une dimension de sacré que les métropoles ont diluée. Les visages arrivent chargés d'heures de vol, d'agendas saturés, de désirs en suspens. Cette quête ne relève pas du hasard. Elle révèle une fatigue diffuse, un vide spirituel, un besoin de nature et de sens. Elle révèle aussi un paradoxe. L'exil recherché est souvent un produit que l'on consomme, reproduisant les logiques que l'on croyait fuir. Dans l'obscurité du matin occidental, les escalators avalent des silhouettes pressées, des écrans bleus illuminent les visages. Au même moment, à l'autre bout du monde, des mains déposent des offrandes, la brume s'accroche aux palmes, l'encens se mêle aux odeurs de terre humide. Deux régimes du temps se répondent sans se confondre. L'un accélère, l'autre s'ancre. Cette tension raconte quelque chose de notre époque, ses manques, ses désirs et ses contradictions. Bali se révèle alors moins comme un décor que comme un miroir qui renvoie à chacun l'image de ses contradictions et de ses espoirs. Une surface d'eau où se superposent deux reflets, celui de l'île et celui des visiteurs. Derrière chaque instant de calme, une question persiste. Que laisse-t-on derrière soi? Que déplace-t-on en venant ici? Que reste-t-il pour ceux qui habitent l'île de cette fascination collective? Ce récit ne promet pas d'issue simple. Il se construit comme un tissage de gestes et de voix, de contrastes et de continuité. À mesure que l'histoire avance, les plans invitent à regarder autrement ce que l'on croyait connaître. Un territoire, des rites, des paysages et nos propres habitudes. Des images défilent, parfaites, infinies. Rizières verdoyantes, yoga au lever du soleil, surfeurs domptant des vagues cristallines. Sur les écrans, Bali se présente comme un refuge idéal, une promesse de sérénité façonnée par l'algorithme. Chaque cliché devient une invitation, s'évader, se retrouver, se réinventer. Mais derrière ces images calibrées se cache une industrie entière. Café au design minimaliste, villa avec piscine à débordement, cours de méditation et retraite spirituelle. Le rêve balinais se consomme, s'exporte, s'affiche. La beauté naturelle de l'île est devenue une marque et son authenticité une ressource marketing. Dans les rues de Canggu ou d'Ubud, le monde entier semble s'être donné rendez-vous. Influenceurs, entrepreneurs numériques, voyageurs en quête de sens. Tous viennent chercher un fragment de paradis. Leur téléphone capte chaque détail. Une offrande déposée au sol, un coucher de soleil flamboyant, un bol de smoothie décoré comme une œuvre d'art. Bali devient le décor d'une narration collective, un récit où chacun s'imagine protagoniste. Cette esthétique universelle partagée et répétée façonne notre désir. Les plateformes amplifient ce fantasme, transformant chaque visiteur en ambassadeur involontaire. Les cartes postales numériques supplantent les récits traditionnels, effaçant peu à peu les nuances. Derrière la caméra, les foules disparaissent, les bruits des scooters s'effacent, la complexité culturelle se dilue. Pourtant, il suffit de sortir des actes touristiques pour que l'île révèle d'autres visages. Des marchés populaires animés dès l'aube, des rituels intimes, des villages où le temps semble suspendu. Là, Bali ne se donne pas en spectacle, elle vit. Mais ce monde discret reste souvent invisible. Le regard occidental filtre, sélectionne et simplifie. Bali est projeté comme une échappatoire, une solution à nos vies saturées de vitesse et de productivité. La fascination ne naît pas seulement de sa beauté, mais du contraste qu'elle offre avec notre quotidien. La fascination pour Bali ne date pas des réseaux sociaux. Elle est le fruit d'une histoire complexe où colonisation, art et tourisme se sont mêlés pour construire un mythe. Au début du XXe siècle, peintres et écrivains occidentaux découvrent l'île et en font un symbole d'exotisme et de pureté. Les temples, les danses et les sculptures deviennent des objets d'étude, puis d'admiration. Dans les années 1930, des photographies en noir et blanc circulent dans les magazines internationaux. Elles fichent Bali dans une image d'Éden intacte. L'île devient un laboratoire de fantasmes pour l'Occident, un lieu où le temps semble figé.
Cette vision sélective ignore déjà les bouleversements sociaux, économiques et politiques que connaît l'Indonésie. Après l'indépendance en 1945, Bali s'ouvre progressivement au tourisme de masse. Les infrastructures se développent, les plages sont aménagées, les hôtels poussent le long des côtes. Le mythe de Bali s'adapte, se modernise, mais conserve son aura spirituelle. Les rituels religieux, toujours vivants, deviennent un spectacle accessible aux visiteurs. Les cérémonies filmées et photographiées participent à l'attrait international. Avec l'essor du voyage aérien et des réseaux sociaux, cette image idyllique se renforce. Les temples iconiques, les statues géantes et les panoramas deviennent des repères mondiaux. Bali n'est plus seulement une destination, c'est une marque. Elle symbolise la quête d'équilibre, de nature et de spiritualité. Pourtant, derrière cette vitrine, une transformation profonde est à l'œuvre. Les villages traditionnels se réorganisent, les rizières reculent sous la pression immobilière, et les jeunes générations s'adaptent à une économie mondialisée. L'authenticité, qui séduit tant les visiteurs, est à la fois protégée et monétisée. Ce paradoxe n'est pas propre à Bali, mais il y est particulièrement visible. L'île devient un espace de négociation permanente entre tradition et modernité, spiritualité et commerce. Chaque offrande posée au sol est à la fois un acte de foi et une image potentielle. Chaque cérémonie est vécue pour elle-même, mais aussi pour les regards extérieurs. Ce mythe, construit et entretenu depuis un siècle, nourrit la fascination occidentale. Il alimente une économie puissante, mais aussi une forme de dépendance. Bali est devenue bien plus qu'une destination. Elle est un rêve collectif, entretenu par des millions de visiteurs et des milliards d'images. Un rêve qui façonne la perception que nous avons de l'île, mais aussi celle que les Balinais ont d'eux-mêmes. Ce rêve, cependant, n'est pas neutre. Derrière la beauté des images se cache une question essentielle. Qu'est-ce que cette fascination dit de nous? Pourquoi Bali est-elle devenue le réceptacle de nos manques, de notre besoin de spiritualité et de nature? L'Occident s'éveille au pas cadencé des réveils numériques. Derrière l'enchaînement des transports, des open space et des écrans, c'est un mode de vie entier qui se donne à voir. Productivité, optimisation de soi, économie de l'attention. Ce décor n'est pas neutre. Il façonne des comportements et des attentes. Chaque message, chaque objectif, chaque trajet est géré comme une ressource rare. Sous ce tableau de bord collectif s'installe une fatigue diffuse. Elle ne crie pas, elle façonne un manque. Dans cette organisation, tout est compté. Calories, pas, mail, heures de sommeil. La santé devient projet, la détente un protocole. Le sacré se délite en application de méditation, en slogan de bien-être. Ces pratiques ne sont pas dérisoires. Elles témoignent d'un besoin profond, mais aussi d'une marchandisation du sens. L'Occident semble avoir externalisé la lenteur, l'écoute, le rituel. Il en consomme des fragments sans plus savoir les produire. Ce manque structurel prépare le terrain d'une projection vers d'autres lieux. Des espaces perçus comme plus vrais, plus lents, plus connectés à la nature. Dans ce contexte, les marchés bio du week-end ou les cafés slow ne suffisent pas toujours. Ils offrent des poches de respiration, mais la logique reste la même. Acheter une expérience censée réparer. Cette tension explique pourquoi des destinations comme Bali prennent une telle force d'attraction. Elles apparaissent comme l'envers d'un monde saturé, mais c'est encore l'Occident qui cherche un miroir. Le matin balinais s'ouvre sur des offrandes et des encens. Ces gestes quotidiens ne sont pas décoratifs. Ils matérialisent une cosmologie où chaque action relie l'humain à l'invisible. Pour un voyageur issu d'un environnement sécularisé, cette trame sensible agit comme un révélateur. Elle offre l'impression de participer à quelque chose de plus vaste qu'un simple séjour. Dans les studios ouverts sur les jardins, le yoga au lever du jour incarne l'inverse du bureau climatisé. Ce n'est pas seulement du sport, c'est l'idée d'une présence. L'Occident y projette son propre vide, son besoin d'être guidé. Ces pratiques importées reviennent sur leur sol d'origine, mais sous forme d'expériences programmées. Elles révèlent le paradoxe d'une quête d'authenticité dans un cadre marchandisé. Le surf ou les retraites de respiration promettent un apprentissage par le corps, par l'échec et le recommencement. Cette dimension initiatique est rare dans la vie urbaine occidentale, où tout doit être maîtrisé. Elle séduit parce qu'elle réintroduit la dépendance à un élément naturel plus fort que soi. Mais là encore, l'intensité ponctuelle ne garantit pas une transformation durable. Elle peut rester un épisode consommé. Dans les temples et les sources sacrées, le rite montre une autre temporalité.
Les visiteurs viennent y chercher purification ou sens, mais ce geste a une double face. Plus la demande est forte, plus le rite se déplace pour répondre. La spiritualité devient spectacle si elle n'est pas respectée. Cette tension met en lumière la responsabilité du voyageur. Ne pas transformer ce qu'il admire en produit. C'est devenu une étape touristique importante parce qu'il y a tout un rituel en place et je pense que dans la culture balinaise aussi, c'est quelque chose qui ressort beaucoup et donc les gens sont attirés par ça, ils sont curieux et donc veulent venir pour le faire aussi. Donc je pense que ça a toujours sa place aujourd'hui et notamment dans le monde actuel, on voit qu'il se passe énormément de choses, beaucoup de négativité. Je pense que quelque part venir ici et en profiter lors d'un voyage peut faire cette parenthèse qui peut faire peut-être du bien et de sentir aussi un peu plus en paix avec soi-même et avec ce qui se passe autour et d'appréhender les choses peut-être différemment et avec peut-être plus de sérénité aussi. Dans les villages et les ateliers, le temps se donne à voir. Les mains tissent, sculptent, cuisinent. Chaque objet est le résultat d'une durée et d'une transmission. Pour un regard habitué au flux numérique, cette matérialité agit comme un rappel. Elle montre ce que coûte réellement un geste. Elle confronte à la question du prix juste, de la reconnaissance, de l'inégalité des échanges. Enfin, dans les cafés branchés et les espaces de coworking, un autre paradoxe surgit. Beaucoup de visiteurs veulent vivre autrement, mais importent leur pratique professionnelle et leur rythme connecté. L'algorithme voyage avec eux. La promesse de ralentir se heurte à la logique qui l'a motivé. Bali devient alors un décor d'expatriation plus qu'un lieu de conversion intérieure. Ainsi, ce qui est cherché, lenteur, communauté, sacré, nature, se retrouve par éclat mais ne dure qu'à condition d'un engagement réciproque. Sans cela, la quête de sens risque d'être un nouvel avatar de la consommation mondiale. La transformation individuelle prend sens lorsqu'elle s'inscrit dans le tissu local. Apprendre quelques mots, rémunérer justement, respecter les seuils, réduire son empreinte. Passer du prélèvement à l'échange, du spectacle au soin, de l'instant à l'inscription. Deux matinées se répondent alors sans se rencontrer. Dans une métropole européenne, les couloirs de métro avalent des silhouettes pressées. Dans un village balinais, l'encens s'élève au-dessus des offrandes. La juxtaposition n'est pas un simple effet de contraste visuel. Elle révèle deux régimes du temps. Ici, l'urgence est norme. Là-bas, la répétition ritualisée ralentit l'horloge. L'enjeu n'est pas d'idéaliser l'un ou de condamner l'autre, mais de comprendre ce que chaque cadence produit sur l'existence. À Paris, la journée commence par des alertes et des notifications. Le café est bu en marchant, les conversations se fragmentent en messages. La performance se mesure en chiffres. À Bali, le jour s'ouvre sur un geste offert au sol, sur une eau versée, sur un silence partagé. Ce n'est pas un décor exotique, c'est une organisation du sensible. Elle donne forme à un lien collectif que l'Occident a en partie externalisé. Cette différence interroge ce que signifie commencer sa journée. Au milieu de l'après-midi, dans les open space, l'air est filtré et les néons constellés. Le corps est assis, l'esprit saturé de flux. Sur l'île, au même moment, des mains travaillent le bois, plantent le riz, répètent un chant. La productivité existe aussi ici, mais elle s'inscrit dans des cycles naturels et dans une dimension rituelle. Ce que montre ce montage parallèle, ce n'est pas seulement un écart de paysage, mais un écart de finalité. Produire pour optimiser ou produire pour maintenir un monde. En fin de journée, les transports urbains reconstituent des foules silencieuses. Les regards glissent sur les écrans, les écouteurs isolent. À Bali, des voix s'élèvent dans un temple, des enfants jouent près d'un champ, des scooters se croisent autour d'un marché. Ces scènes simultanées dévoilent une question implicite. Qu'est-ce qui, dans chaque mode de vie, nourrit ou épuise le lien social? Quelles sont les pertes et les gains invisibles? Le soir, dans une grande ville occidentale, on retrouve des écrans, des séries, un dîner pris à la hâte. Le week-end promet un répit, mais souvent formaté en activité bien-être. Sur l'île, la nuit est ponctuée de cérémonies, de musique, de préparatifs pour le lendemain. Le sacré n'est pas une parenthèse, mais un fil continu. Ces deux vies parallèles ne sont pas des caricatures, elles se contaminent l'une et l'autre. Des Balinais adoptent des rythmes touristiques, des Occidentaux importent des pratiques spirituelles. L'hybridation est en cours, parfois féconde, parfois déséquilibrée. Mais elle met en évidence une tension centrale. Notre fascination pour Bali révèle autant notre vide que notre capacité à désirer un autre rapport au monde. Reste à savoir si ce désir peut devenir réciproque et responsable. Bali attire plus de 6 millions de visiteurs chaque année. L'île est devenue une destination mondiale, un symbole d'évasion et de spiritualité.
Les hôtels, restaurants, villas et infrastructures touristiques occupent désormais une part majeure de son paysage et de son économie. Les revenus générés financent des écoles, des routes, des emplois, offrant à de nombreuses familles une stabilité nouvelle. Pourtant, derrière cette prospérité, les conséquences se lisent à chaque détour de route. Les rizières, autrefois continues, sont peu à peu découpées par des murs de béton et des piscines à débordement. Les routes étroites, conçues pour relier des villages voisins, ploient sous le flux incessant des voitures et des scooters. Les files de véhicules serpentent dans des paysages jadis silencieux. Dans des quartiers comme Canggu ou Ubud, l'asphalte remplace progressivement les sentiers et la circulation concurrence les cloches des temples. Les plages iconiques, Kuta, Seminyak ou Nusa Dua, ne sont plus des espaces vierges. Elles témoignent d'un tourisme mondialisé où bars, clubs et enseignes internationales côtoient les sanctuaires marins. Pour certains habitants, cette effervescence est une source de revenus bienvenue. Pour d'autres, elle transforme leur île en décor. Le plastique, quant à lui, est devenu un symbole douloureux de cet essor. En saison des pluies, les vagues rejettent sur le sable des tonnes de déchets venus de tout l'archipel, auxquels s'ajoutent ceux produits sur place. Des collectes sont organisées chaque semaine, elles réunissent locaux et étrangers, mais la cadence de la pollution dépasse les efforts. Le gouvernement a interdit le plastique à usage unique en 2019, une victoire nécessaire mais insuffisante face à une demande touristique colossale. Les villages reviennent aux paniers en feuilles de bananier et aux emballages traditionnels, tentant de réhabiliter des savoir-faire délaissés. Mais la transition est lente, freinée par des habitudes globalisées. Dans les villages du Nord, c'est autre chose. L'agriculture et la pêche demeurent les piliers économiques, mais ces activités sont fragilisées par le changement climatique. La mer monte, les ressources halieutiques s'amenuisent, les saisons se dérèglent. Ces communautés observent de loin le boom touristique du Sud, fiers de voir leur île admirée, mais inquiets de la disparition de traditions que les jeunes délaissent pour des emplois mieux rémunérés dans les zones touristiques. La pandémie a été un électrochoc. Quand les frontières se sont fermées, Bali est revenu à un calme oublié. Routes vides, plages désertes, hôtels fermés. Les habitants ont redécouvert une nature plus silencieuse, mais aussi leur dépendance extrême au tourisme. Que nous, les Balinais, honnêtement, s'il n'y a pas de touristes qui viennent ici à Bali, on ne mange pas. Oui, honnêtement, voilà. Ça, c'est le premier revenu pour les Balinais. Oui, comme pendant le Covid, pendant 2 ans et demi, quand il n'y avait pas de touristes, honnêtement, pour nous, les Balinais, pour vivre, c'était très difficile, très dur pour vivre. Et voilà, heureusement, on est arrivé à passer pendant le Covid, pendant 2 ans et demi. Beaucoup sont retournés à l'agriculture ou à la pêche. Cette période a déclenché un débat crucial. Faut-il diversifier l'économie, renforcer la souveraineté alimentaire, miser davantage sur l'artisanat et le patrimoine culturel pour éviter l'érosion d'une identité unique? Les conversations dans les villages ont pris une profondeur nouvelle. Certains ont vu dans cette pause une chance de repenser l'avenir. Les associations locales jouent un rôle essentiel. Elles sensibilisent à la gestion des déchets, à la protection de l'écosystème marin, à la préservation de la jungle. Des projets éducatifs, souvent portés par des Balinais eux-mêmes, s'appuient sur des savoir-faire anciens. La collecte des offrandes usagées pour en faire du compost, la réintroduction de fibres naturelles, la restauration des systèmes d'irrigation. Ces initiatives écotouristiques émergent comme des réponses concrètes, mais elles peinent à rivaliser avec l'économie de masse qui valorise plus la rapidité que la durabilité. Les autorités, elles, de leur côté, tentent d'encadrer. Des quotas de construction sont évoqués, des taxes environnementales mises en place. Mais l'application est difficile. Les investisseurs étrangers disposent d'une puissance financière qui dépasse largement les capacités locales, et la corruption alimente les projets les plus lucratifs. Les habitants se retrouvent parfois simples spectateurs des décisions qui façonnent leur île. Bali est à un carrefour historique. Son attrait mondial est une bénédiction et une menace. L'île vit grâce à ceux qui viennent, filment, consomment, mais ce flot, s'il n'est pas régulé, risque d'appauvrir ceux qui attirent. Chaque voyageur participe à cet équilibre fragile. La carte postale qu'il rapporte est le résultat d'innombrables choix. Préserver ou céder, construire ou protéger. Et ce sont souvent les habitants, avec leur hospitalité légendaire, qui en payent le prix. Les visages souriants des serveuses, des guides, des artisans cachent parfois une fatigue réelle, celle d'une île qui donne sans compter, mais dont les ressources ne sont pas infinies. Les cérémonies balinaises rythment toujours la vie de l'île.
Chaque village suit un calendrier complexe où fêtes religieuses, rites de passage et offrandes quotidiennes créent un tissu social dense. Pourtant, ces traditions millénaires doivent désormais composer avec les exigences du tourisme mondial. Les temples deviennent des attractions, les processions se déroulent sous l'œil des caméras. Ce qui était un moment sacré se transforme parfois en spectacle. À Ubud, des danses ancestrales, autrefois exécutées pour les divinités, sont présentées chaque soir devant des spectateurs étrangers. Les costumes éclatants, les gestes millimétrés séduisent. Mais cette mise en scène soulève des questions. Où s'arrête la transmission culturelle et où commence la marchandisation? Les villages organisent leurs cérémonies selon le rythme lunaire. Mais avec l'afflux des visiteurs, certains ajustent leurs horaires pour accueillir plus de monde, introduisant alors une flexibilité inhabituelle dans un système autrefois immuable. Cette adaptation témoigne d'une volonté d'ouverture, mais aussi d'une pression implicite, celle de devoir répondre aux attentes de ceux qui viennent chercher une spiritualité visiblement accessible. Les religieux, garants des rites, redoublent d'efforts pour préserver le sens profond des traditions, tout en s'assurant que l'île continue de prospérer grâce au tourisme. Les écoles locales, quant à elles, introduisent des cours d'anglais dès le plus jeune âge. Les enfants apprennent à accueillir, à expliquer leur culture. Cette compétence leur ouvre des opportunités, mais modifie aussi leur rapport à leur propre identité. Les générations futures naviguent entre deux mondes, à la fois celui des ancêtres, transmis par les cérémonies, et celui des visiteurs, porteurs d'autres valeurs. Certains y voient une richesse, d'autres une menace pour la cohésion sociale. Face à cette complexité, les balinais développent des stratégies de préservation. Certains villages établissent des règles très strictes, limitation du nombre de visiteurs, zone interdite à la photographie, initiation culturelle obligatoire avant d'accéder à certains espaces. Ces initiatives cherchent à restaurer un équilibre entre ouverture et respect. Elles rappellent que Bali n'est pas seulement une destination touristique, mais une société vivante avec ses propres codes. Mais tout le monde ne bénéficie pas de ces transformations. Les villages qui dépendent exclusivement du tourisme de masse restent pris dans un cycle où la demande dicte l'offre. Pourtant, malgré cette pression, la résilience balinaise impressionne. L'hindouisme balinais, unique au monde, intègre depuis des siècles des influences bouddhistes, animistes et javanaises. L'île a toujours absorbé le changement en l'adaptant à sa vision du sacré. Aujourd'hui encore, elle démontre sa capacité à accueillir le monde tout en conservant son âme. Les temples restent des lieux vivants, on y prie, on y discute, on y célèbre. Les rites, même filmés, continuent d'unir les familles et de relier les vivants aux ancêtres. Les tensions actuelles révèlent une bataille silencieuse, celle de préserver une identité face à la globalisation. Bali ne refuse pas le monde, elle le reçoit avec ses codes, mais cherche à ne pas s'y perdre. Les Balinais oscillent entre hospitalité et vigilance, entre partage et protection. Cette négociation constante est peut-être ce qui rend leur culture si fascinante. Dans les villages balinais, la question de l'avenir revient souvent au détour des conversations. Comment accueillir sans se perdre? Comment préserver ce qui fonde l'identité d'un peuple, d'une île, d'une culture, tout en vivant des revenus du tourisme qui assurent scolarité et infrastructure? Dans certaines communautés, des initiatives émergent. Des temples financent la restauration de sanctuaires anciens grâce à des dons internationaux. Des familles ouvrent leurs maisons aux visiteurs, proposant des expériences centrées sur le partage plutôt que sur le luxe. Des coopératives locales s'organisent pour maintenir les cultures traditionnelles, comme la production du riz ou le tissage, tout en garantissant des revenus équitables aux artisans. Les associations environnementales multiplient leurs actions. Nettoyage des plages, sensibilisation des enfants, collecte et recyclage des déchets. Ces gestes quotidiens deviennent essentiels sur une île où chaque saison touristique apporte son lot de plastique et de pollution. Mais ces initiatives se heurtent souvent aux logiques économiques mondiales. Le prix du foncier continue de grimper. Les investisseurs étrangers construisent des complexes hôteliers toujours plus importants. Et les réseaux sociaux entretiennent l'image d'une destination idéale, accélérant la fréquentation. Pour de nombreux habitants, le dilemme est réel. Tirer parti de cette visibilité mondiale ou risquer d'être effacé par elle. L'avenir de Bali dépend aussi du regard extérieur. Les voyageurs ont un rôle, celui de ralentir, de comprendre, de consommer avec conscience. Le tourisme, s'il est réfléchi, peut être une source de financement pour la préservation du patrimoine et de l'environnement. Mais il nécessite une éducation mutuelle. Les visiteurs doivent apprendre les codes locaux. Les habitants doivent pouvoir s'exprimer et poser des limites. Les voix balinaises rappellent souvent que tout est cyclique. La nature, les croyances, les relations entre les hommes et les dieux. Les crises, elles aussi, font partie de ce cycle. L'important, disent-ils, est de maintenir l'équilibre,
de préserver l'harmonie entre les mondes, visibles et invisibles. Cette vision, loin d'être figée dans le passé, pourrait être une clé pour le futur. Les futurs possibles de Bali ne se résument pas à une opposition entre tradition et modernité, mais à une négociation permanente, une négociation qui demande du temps, de l'écoute et une forme de respect que le tourisme de masse peine parfois à offrir. Pour que Bali reste une source d'inspiration, il faudra apprendre à l'aimer autrement, non pas comme une image parfaite, mais comme une terre vivante, fragile et profondément résiliente. Ce voyage a laissé des traces visibles, des souvenirs, des images, des sons, mais surtout il a planté des questions sur ce que l'Occident cherche en venant ici, sur ce qu'il prélève, sur ce qu'il restitue, sur notre relation à la nature, à la spiritualité, à la lenteur, et surtout, notre relation à l'autre. Bali est un miroir. Elle renvoie nos manques, nos désirs, nos excès. Elle reflète notre quête de sens et l'empreinte que nous laissons. Dans les rues animées de Sémignac, sur les sentiers silencieux de Sidémen, dans le tumulte des marchés ou le calme des temples, tout nous rappelle qu'aucun lieu n'est un sanctuaire hors du temps. Chaque paradis porte ses cicatrices, chaque culture négocie son avenir. Ce film n'offre pas de réponse définitive. Il invite à regarder autrement, à voir l'île non pas comme une carte postale figée, mais comme un organisme vivant, traversé de contradictions et de forces créatrices. Les Balinais continuent à prier, à rire, à créer. Leur culture, loin de s'éteindre, dialogue, se réinvente et se défend. Et peut-être alors que c'est ça, la leçon la plus précieuse. Voyager, ce n'est pas consommer un rêve, mais c'est se rendre responsable d'une rencontre.